Aménager le territoire, c'est euh, organiser le territoire de façon à ce qu'il puisse répondre aux besoins et aux aspirations de la population, au développement économique. Et l'aménagement du territoire est une matière réglementée depuis essentiellement 1962, parce que on s'est rendu compte qu'avec le développement de la démographie, l'évolution de notre société et la densification de notre territoire, il était absolument nécessaire de définir des règles, de se donner quand même un certain nombre de principes et d'assurer leur compatibilité. Donc ça se fait à travers un texte réglementaire, mais qui lui-même a prévu une série d'outils qui sont des plans, plans de secteur au niveau de la région, avec au-dessus de lui encore le schéma de développement de l'espace régional, mais qui n'a pas de valeur juridique, et puis des outils communaux qui sont les plans d'aménagement communaux, les schémas de structure, les règlements communaux d'urbanisme. Je crois que chaque citoyen doit se sentir concerné par l'aménagement du territoire, d'abord parce qu'il risque tôt ou tard, qu'il soit lui-même un particulier, un professionnel de la construction, un architecte ou un riverain, d'être concerné par un projet, soit dont il est porteur ou bien dont il risque de subir des effets induits du fait de la proximité du projet par rapport à sa propriété. Mais il y a aussi une prise de conscience plus large qui se développe de plus en plus dans la population, qui s'intéresse aux problèmes aux questions d'environnement et d'aménagement du territoire, parce que c'est d'actualité, parce que c'est un peu l'avenir de la planète qui est en jeu. Et les citoyens ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Je sais que certains trouvent que les réglementations urbanistiques souvent constituent des atteintes aux droits de propriété, mais il est légitime qu'on puisse mettre certaines restrictions aux droits de propriété parce qu'on a besoin d'un minimum de règles pour que la liberté de l'un ne s'exerce pas au détriment de celle de son voisin. Les pouvoirs publics doivent respecter la législation comme les particuliers. Ils doivent même, je trouve, montrer l'exemple. C'est parfois difficile dans la mesure où ils bénéficient d'une latitude dont ne disposent pas les particuliers, qui est que lorsque pour un projet d'utilité publique, on peut imaginer de s'écarter des règles en vigueur, on peut s'écarter d'un plan de secteur, d'un plan d'aménagement ou d'un règlement d'urbanisme, le cas échéant, mais c'est un peu un risque de dérive aussi, dans la mesure où les valeurs foncières étant ce qu'elles sont, surtout en Brabant wallon, on constate qu'il y a une tendance de la part des pouvoirs publics à aller chercher du terrain au départ non urbanisable, en zone agricole par exemple, pour implanter des infrastructures à caractère public pour pouvoir payer le terrain moins cher. À nous de faire en sorte que les pouvoirs publics n'abusent pas de la situation et que les dérogations au plan de secteur restent quand même exceptionnelles et ne conduisent pas à dénaturer le plan de secteur. Le fonctionnaire délégué est un fonctionnaire qui est désigné par le gouvernement wallon pour assumer la responsabilité de rendre des avis ou de prendre des décisions au nom de la région en matière d'urbanisme et en se rapportant à un territoire donné, qui le plus souvent correspond à une province, c'est le cas en tout cas en Brabant wallon. Et donc en pratique, le fonctionnaire délégué donne des conseils aux communes, mais aussi à tout type d'intervenants. Le principe général, c'est celui de l'autonomie communale, c'est-à-dire que le législateur a voulu que ce soit les collèges communaux qui essentiellement assument la responsabilité de la délivrance ou du refus des permis, en général sur avis du fonctionnaire délégué. Cela étant, le fonctionnaire délégué prend la main, devient lui-même responsable de la délivrance des permis lorsque les demandes sont introduites par un demandeur qui est une autorité publique, ou bien lorsque les travaux concernent des travaux d'utilité publique. Il reste un troisième niveau. En cas de refus, un demandeur peut toujours s'adresser alors par voie de recours
au ministre de l'Aménagement du territoire, que ce soit un demandeur privé ou un demandeur public, la procédure de recours est la même. Il faut rassembler un maximum d'informations concernant le site sur lequel on veut développer un projet. Donc il faut bien connaître le site au niveau de son paysage, de la géographie, mais aussi connaître l'histoire de la parcelle. Y a-t-il déjà eu des dossiers? Y a-t-il eu des demandes de permis qui ont abouti ou qui ont été refusées? Quel est le contexte juridique, la situation au plan de secteur par rapport au schéma de structure communale? Donc ce n'est qu'après avoir vraiment rassemblé un maximum d'éléments d'information que je crois qu'on est bien outillé pour commencer alors à appréhender un projet et à l'examiner. Si on veut arriver à un résultat, il n'est pas question de changer de ligne de conduite tous les 6 ans en fonction des élections communales ou tous les 5 ans à chaque fois qu'on a un nouveau ministre de l'aménagement du territoire. C'est une des forces, je crois, de l'administration, c'est d'assurer cette continuité dans le temps et d'essayer de tenir un discours cohérent dans le long terme. C'est une matière qui concerne le long terme, donc certains projets, évidemment, vont se réaliser dans un nombre d'années peut-être important et donc pourraient concerner nos enfants, la génération qui nous suit. Donc c'est une façon quand même de s'intéresser à l'évolution de notre société dans le long terme.